Bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je suis Benjamin Coignet, je vais être l'animateur de cette première table ronde consacrée au sport, cité éducative et sport. Donc je suis sociologue du sport et directeur adjoint de Trajectoire Ressources, qui est un centre ressources politique de la ville en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on va être ensemble sur deux tables rondes cet après-midi. La première table ronde sera orientée vers la problématique, vers la thématique de l'insertion, d'émancipation des jeunes. Alors, on aura plusieurs prises de parole. On va s'imprégner de parcours de champions déjà, qui vont nous donner à voir des trajectoires de vie et qu'est-ce qui a fait que on peut devenir champion en étant issu des quartiers, quels ont été les points d'accroche. Et puis, nous allons nous imprégner de deux cités éducatives qui ont développé des projets, des innovations sociales. Alors, juste avant de donner la parole, peut-être quelques mots pour compléter ce qui a été dit en introduction tout à l'heure. Donc, ces cités éducatives, elles s'inscrivent dans des contextes locaux très particuliers où le sport n'a pas toujours une place centrale. Ça a été un petit peu dit tout à l'heure. Dans les quartiers prioritaires de la ville, dans les quartiers populaires, on a globalement une offre de services qui est moins nombreuse en termes de clubs, d'offres de services de collectivité. On a une offre qui est moins diversifiée également que sur l'ensemble du territoire. On est limité en termes de diversité. Au niveau des équipements, on sait également, malgré les politiques de rattrapage et de construction, qu'on a moins d'équipements sportifs au regard du nombre d'habitants. À chaque fois, c'est la référence au regard du nombre d'habitants. Et puis, on a dans ces équipements, dans cette offre sportive, une surreprésentation du football, du basket et des salles de boxe. À côté de ça, à côté de ces points un petit peu freinants ou limitants de la pratique sportive dans les quartiers, eh bien, on a des associations, des acteurs associatifs, des projets qui sont implantés, qui sont présents, qui parfois durent depuis plusieurs années, ont traversé des périodes, etc., et qui comptent, qui sont des repères extrêmement importants pour les quartiers. Et ce que l'on observe également, c'est que c'est un terreau d'innovation sociale, ce sport dans les quartiers, où eh bien, des collectifs d'acteurs se réunissent pour essayer de relever ensemble, en utilisant le sport, tout un tas de défis qui dépassent les enjeux sportifs. Par exemple, des défis de santé, de prévention de la délinquance, d'emploi, etc. Et en retour, eh bien, ce travail peut parfois interroger le périmètre des acteurs sportifs. Où est-ce qu'ils s'arrêtent, où est-ce qu'ils commencent leur travail d'acteurs sportifs. On a des champions qui émergent de ces quartiers, de ces territoires, et qui donnent à voir des réussites et des parcours exemplaires également. Donc les cités éducatives, elles s'inscrivent dans ces contextes locaux très variés où le sport peut être source d'innovation, déjà de projets qui préexistaient à la labellisation. La labellisation est là depuis quelques mois. Et on va pouvoir voir aujourd'hui dans cette première table ronde et notamment dans l'exemple des cités éducatives tout à l'heure, eh bien, que le label de la cité éducative peut être un vrai levier de ces démarches qui préexistaient, de toutes ces actions, vient épouser finalement un écosystème d'acteurs qui travaillaient déjà ensemble et qui peut aller plus loin. Se pose la question de finalement la place du sport dans les cités éducatives. Les acteurs sportifs s'interrogent beaucoup de finalement quelle est la méthode, quelle est la recette. Est-ce qu'il faut des vieilles recettes, utiliser ce que l'on faisait avant, ou est-ce que la cité éducative doit permettre de faire autrement, de faire différemment, d'innover? Et on verra que parfois, en fonction des contextes, la solution peut être soit d'utiliser les bonnes recettes, soit plutôt de tenter les expérimentations. Voilà, donc sur cette table ronde, la première table ronde, je vais tout de suite donner la parole à Sofiane Oumia. Il va se présenter après. On va voir comment le sport vient apporter une réponse dans la cité éducative qui permet de réunir les différents acteurs, l'éducation, les collectivités, les associations, des collectifs d'habitants, etc., sur des formats pour travailler des compétences psychosociales, pour apprendre les règles, pour travailler
pour permettre aux jeunes, notamment, de vivre des expériences dans des cadres de pratique, des cadres de projet, où bien on peut y développer, exercer sa liberté, s'émanciper, tout en étant sous contrainte, etc. Voilà. Donc on va regarder un petit peu cette tension-là sur le rapport éducatif, comment l'éducation est empoignée dans les cités éducatives. Alors, tout de suite, Sofiane Oumia, je vais vous donner la parole. Donc, vous êtes vice-champion olympique 2016 de boxe anglaise. On se rappelle très bien de votre parcours aux derniers Jeux olympiques. On a vibré avec vous jusqu'au dernier combat. Voilà, c'était plein d'émotions, c'était très chouette. Alors, merci d'être là parce qu'en plus, vous êtes en préparation pour les prochains Jeux olympiques. Vous allez partir dans quelques minutes à l'entraînement, donc vous allez nous quitter un petit peu plus tôt. On a plusieurs questions, on ne veut pas vous retenir trop longtemps, mais juste peut-être nous dire un petit peu votre parcours de vie d'abord. Comment êtes-vous devenu ce champion plutôt du côté de Toulouse, il me semble. Et puis on aura une ou deux questions après, quoi. Alors votre son doit être coupé. Pardon, oui, c'est bon. Désolé. Ouais, c'est Oui, c'est bon. parfait. Voilà. Merci. Sofiane Oumia, je me présente, vice-champion olympique et champion du monde de boxe anglaise. Aujourd'hui, capitaine de l'équipe de France pour Tokyo 2021. C'est vrai que mon parcours, j'ai commencé étant plus jeune dans mon quartier à la Rainerie. J'ai commencé à l'âge de 9 ans. En parallèle aussi, je faisais aussi du rugby. C'était aussi ma vocation. Et puis la ville de Toulouse, on se meurt pour ce sport. Donc je faisais les deux et à l'âge de 18 ans, j'étais à la maison. Je regardais les Jeux Olympiques de Londres. Et je me suis dit pourquoi pas moi? Pourquoi pas tenter ce beau projet de cette Olympiade de Rio qui arrivait. Du coup, j'ai dû couper aussi mon projet sportif rugby, strictement parlant, pour me consacrer qu'à la boxe et me dévouer qu'à ce sport pour essayer justement d'avoir ce rêve d'aller aux Jeux d'abord, avant de pouvoir prétendre à une médaille à ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là. J'ai foncé tête baissée et aujourd'hui, voici le parcours qui a été fait. Dans ce parcours, vous avez monté un club de boxe C'est ça, c'est à vrai Toulouse. que Alors, c'est Boxoum, c'est ça, hein, le nom c'est Boxoum. c'est ça. Peut-être nous expliquer un peu le concept parce qu'il y a un rapport à la parité dans ce club, un rapport à l'accueil de tout le monde, de tous les niveaux de pratique. Peut-être nous dire un peu comment ça fonctionne Bah, dans le c'est- quartier de Toulouse. ok, c'est vrai que moi, ça me tenait à cœur justement de rester entre guillemets dans le quartier pour un premier club, en espérant en ouvrir d'autres plus tard. À mon retour de Rio, je me suis dit ouvrir un club pour justement redonner à la boxe ce qu'elle a pu m'apporter dans la discipline, le travail, la rigueur, et le faire dans ce quartier, dans un quartier qui est juste à côté du mien, justement pour redonner aux jeunes, en gros, l'envie de s'y inscrire et justement d'être rigoureux dans ce qu'on fait. C'est vrai que à travers mon expérience et ce que j'ai pu accomplir à Rio, ça m'a ouvert entre guillemets des portes dans le sens où maintenant, même les jeunes de quartier me regardent différemment et s'inspirent de ce parcours-là pour réussir. Et moi, je me dois en gros de leur redonner ça et de leur expliquer que tout peut arriver dans la vie. Il faut seulement croire en ses rêves et se donner les moyens de réussir. Par rapport à ce club, si on fait une petite focale, vous avez réussi à travailler avec l'éducation nationale, avec la collectivité, avec d'autres acteurs du quartier. Comment ce club s'est implanté, est rentré dans le paysage du quartier? Je pense, il est rentré automatiquement, je pense, après ma médaille des Jeux, je pense aussi avec le visage, entre guillemets, de Sofiane Oumia. Il y a eu d'autres champions, il y a d'autres champions dans ce club, c'est vrai. On a installé avec la jeunesse et sport et d'autres dans la ville. On a essayé de mettre des choses en place, justement, et on essaye encore aujourd'hui, justement, avec les jeunes qui sont dans ce club-là, justement, pour essayer de les inscrire dans différentes structures comme des BP, GEPS ou autres, justement, pour leur expliquer qu'il y a aussi le sport, c'est très bien, mais aussi l'école, la discipline et l'éducation qui est pas mal aussi. Alors, si là on est plusieurs acteurs des cités éducatives en France qui sont connectés, Madame la Ministre est avec nous. Quels seraient vos messages, vos demandes, vos attentes, vos recommandations que vous pourriez formuler pour que ce sport se développe
dans les quartiers, qu'il prenne sa place et toute la reconnaissance que l'on peut attendre de lui, de ce sport, dans cet écosystème de l'éducation, de la jeunesse. Qu'est-ce que vous pourriez demander, C'est vrai que de Olivier? base, ben justement, en tout cas moi dans mon club, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parité homme-femme. C'est qui est, depuis les Jeux de Rio, on en voit de plus en plus dans les salles de boxe. Et c'est vrai que de base, entre guillemets, la boxe c'est un sport d'hommes. Et c'est vrai que grâce à ça, il y a beaucoup plus de femmes qui viennent. Et justement, qui place aussi. Et c'est vrai que ben, comme dans tous les sports, je pense aussi qu'il y a beaucoup de bénévoles, il n'y a pas assez de moyens en place justement pour pouvoir on va dire, prétendre à haut niveau. C'est vrai qu'on est aussi un pays où il y a pas mal de sportifs. On organise les Jeux de 2024. C'est vrai que apporter un peu plus à ces clubs-là, qui ont peut-être pas forcément les moyens possibles ou autres de pouvoir justement prétendre à haut niveau. Mais c'est vrai que la première partie, en tout cas, de mon club aujourd'hui, c'est le haut niveau, essayer d'être aussi dans le social, d'avoir bah, de tout en fait pour justement montrer que le sport, c'est aussi le haut niveau, mais il n'y a pas que ça. Vraiment. Merci beaucoup. Vous êtes très pressé, c'est pour ça qu'on a un peu écourté, hein. Merci d'être resté déjà parce que l'entraînement Merci à commence dans vous. 20 minutes. Vous nous avez prévenu tout à l'heure. Un grand merci. Il y aura peut-être des questions, mais tant pis, vous serez en entraînement, on ne pourra pas vous J'essaierai. les poser, mais voilà, on aura certainement l'occasion de vous revoir dans ces projets sociaux du côté de Toulouse ou sur une échelle plus nationale. La suite de votre carrière, donc les Jeux Olympiques, c'est l'objectif. Et après, comment vous voyez l'après Bah, Jeux Olympiques? bah, c'est vrai que bah, tout d'abord, il y a le tournoi de qualificatif qui est la semaine prochaine à Paris. Donc, c'est vrai que ça va être une étape importante justement pour aller à Tokyo et chercher le Graal à Tokyo. Après les Jeux, je pense que ça sera un passage chez les professionnels et un retour pour 2023 à la quête de Paris 2024 qui est pour moi important aussi. Car comme je dis, j'essaie de véhiculer beaucoup à travers le sport, à travers mon sport en tout cas. Et les gens me suivent à travers ça aussi. Donc voilà, donc pour moi, c'est la suite de mon parcours professionnel. Un grand Benjamin, si vous merci pour. permettez que je dise, Oui, vous me oui, permettez que je dise un petit mot oui, à oui, Oui, oui. Sofiane. Je voulais bah oui, déjà te remercier, Sofiane, d'avoir été présent avec nous merci. parce que ton expérience, à la fois de sportif de haut niveau, mais d'éducateur impliqué, je ne sais pas quel est ton statut dans l'association que tu as créée, mais on compte Président. vraiment beaucoup sur vous, président, pour initier ce genre d'initiative. Et je crois que un des aspects à retenir pour s'il y a des élus avec nous des cités éducatives, c'est aussi l'emplacement de ton association en bas au rez-de-chaussée d'une tour, donc facilité d'accès aussi à ton association et vraiment au cœur du quartier et vraiment en lien avec les habitants. Je crois que c'est ça aussi les acteurs à privilégier aujourd'hui dans nos financements, c'est ceux qui sont au cœur des quartiers, dans la population, et qui sont susceptibles, par une visibilité comme la tienne aujourd'hui, d'attirer des jeunes et du monde. Et voilà, sache que les aides dont tu as besoin aujourd'hui, elles existent au ministère des Sports et il y a des appels à projets spécifiques pour venir en soutien de ton association. Donc, je D'accord. t'invite aussi à te rapprocher de nous pour qu'on puisse activer des choses te concernant. Bonne chance pour ta qualification au Merci. jeu. On suivra de Merci. près et le TQO et ta prestation à Tokyo. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Très bon entraînement, très bon tournoi, et puis au plaisir de vous retrouver sur ces sujets-là dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Alors, du coup, maintenant, on a une petite vidéo de Souleymane Sissoko, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui a eu la gentillesse de faire une petite vidéo hier, je crois, hier ou avant-hier. Je m'appelle Souleymane Sissoko, j'ai 29 ans, je suis boxeur professionnel, j'ai été médaillé olympique aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio et j'étais le capitaine de cette équipe de France. Là, le parcours de vie, donc je suis né au Sénégal, je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Derrière, j'ai eu un cursus classique, collège, lycée. Et puis arrivé au lycée, j'ai eu le dilemme entre rester focus sur mes études ou me concentrer sur ma carrière d'athlète de haut niveau. Donc j'ai intégré l'INSEP
parce que l'emploi du temps dans un lycée normal, c'était très compliqué. J'ai intégré l'INSEP où j'y ai passé mon bac ES. Derrière, j'ai continué mon cursus scolaire pour faire un DUT technique de commercialisation, une licence gestion management du sport et je suis en train de finir un master 2 en droit du sport. C'est vrai que concilier sport et études, c'est pas forcément évident lorsqu'on est jeune, mais ce qui est bien à l'INSEP, c'est qu'on a un emploi du temps adapté. Lorsqu'on allait à l'étranger, on nous ramenait un prof qui venait avec nous, donc on était vraiment très bien suivis. Et ce qui est bien, c'est qu'en cours, on est maximum 12, 15 élèves, donc c'est génial. Le sport en général, mais là, surtout la boxe, m'a aidé à me construire dans la vie de tous les jours. Lorsque j'ai commencé ce sport-là, j'avais un excellent éducateur. Et ce qu'il voulait, c'est qu'on soit des hommes. Pas que des sportifs, mais en dehors du ring, de bonnes personnes. Et puis ce sport-là, il véhicule énormément de valeurs, notamment le respect de soi, le respect de l'arbitre, de notre adversaire, de toutes les personnes qui sont autour de nous. Et ça te permet aussi de prendre confiance en soi, ça te permet le dépassement de soi, ça permet énormément de choses. Et ce sport, il m'a énormément apporté. Et au-delà de ça, lorsqu'on est sportif de haut niveau, on voyage beaucoup. Et qui dit voyage dit rencontre avec d'autres cultures, d'autres milieux de vie, d'autres façons de penser. Ça permet d'ouvrir énormément. C'est très complet le sport, c'est très complet, c'est une thérapie je dirais. Dans mon quartier, dans le 19e arrondissement, on a créé une association parce qu'on a vu pas mal de jeunes dévier, partir vers l'argent facile, etc. Et ce qu'on a voulu, c'est voilà, être ambassadeur de bonnes causes, leur dire que voilà, le sport, c'est bien, mais restez aussi concentrés dans vos études parce que ça peut être super important pour votre vie future. Et puis, certes, vos sacrifices ne payent pas maintenant, mais peut-être que d'ici quelques mois, quelques années, ça va payer. Il faut être conscient de ça. Et puis derrière, il y a énormément de jeunes qui on a pu récupérer et qui aujourd'hui sont professionnels. Dans la vie de tous les jours, oui, on rencontre énormément de personnes qui nous marquent. Donc voilà, les premiers coachs, les premières personnes qu'on rencontre lorsqu'on arrive en équipe de France. Parce que voilà, ce sont des boxeurs qui ont déjà une certaine expérience et nous font part de leur expérience. Et ça, c'est super important. Il y a énormément de champions qui m'ont parlé, qui m'ont conseillé et qui m'ont fait surtout éviter certains pièges qu'eux ont eu durant leur carrière. Le sport, c'est un plaisir avant tout. Il faut qu'ils aient pas de contraintes. Moi, lorsque je monte sur un ring aujourd'hui, c'est parce que voilà, ça me fait super plaisir de monter sur le ring. Voilà, je m'entraîne très dur et puis derrière, le ring, c'est la récompense. Les jeunes aujourd'hui, c'est ce qu'on doit leur montrer, c'est les valeurs du sport. Leur montrer que voilà, on est là pour s'amuser, pour se faire plaisir, le fair play, être humble, leur véhiculer toutes ces valeurs-là. Et je pense que derrière, bah, ça va aller tout seul. Ça peut aussi créer des vocations par la suite. Vous m'entendez? C'est bon? C'est bon. Alors oui, je disais, on voit dans les deux témoignages de champions l'importance de l'envie de créer la propre structure, de participer à cette offre de quartier une fois qu'on a été champion en revenant sur le territoire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, on va maintenant aller voir dans les cités éducatives ce qui se passe. On va commencer par Mayotte et puis on ira à Grigny juste après. Donc nous allons à Mayotte. On va vous laisser présenter un petit peu votre démarche. Vous avec une thématique particulière qui est des tensions de quartier, des tensions interquartiers qui s'exprimaient depuis de nombreux mois et que vous tentez eh bien de traiter via le sport. Donc vous allez nous expliquer tout ça. On vous laisse la main. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Madi Sharif Jazila, je suis la chef de projet de la cité éducative de Kaweni, côté communal. Donc, je suis accompagnée de. Donc, bonjour à toutes et à tous. Noéra Mohamed, déléguée du préfet à la politique de la ville à la préfecture de Mayotte, et donc en charge de la thématique éducation. Donc, avec moi, j'ai également, que vous ne le voyez pas, le président encadrant de l'association qui a porté l'action que nous allons présenter à la fin de notre présentation. Vous pouvez passer au diapo suivant. C'est possible de mettre la slide suivante?
Oui. Donc, je vous remercie d'ores et déjà de l'attention que vous allez porter à notre présentation qui va se dérouler de la manière suivante. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter de manière très succincte Mayotte, la cité éducative, ensuite l'écosystème sportif du territoire de Kaweni, et puis je finirai bien entendu par vous présenter l'action sportive qui nous a réunis ici aujourd'hui. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Bon, je continue. Donc, slide suivant. Bienvenue à Mayotte. Suivant. Bon, bienvenue à Mayotte. J'ai pas la main, mais Mamoudzou se trouve à votre tout à droite, juste à côté de la petite terre. Donc, Mamoudzou, le capital de Mayotte, avec 71 437 habitants sur le 270 000 plus habitants. Donc, on est sur les chefs-lieux. Elle est dotée de 2 quartiers prioritaires, Kaweni et Doujani, Kavani, Gombani. Donc, elle dispose des différents dispositifs de la politique de la ville. Donc, on a les NPNRU, 2 NPNRU, un seul SPD, 3 programmes de réussite éducative qui couvrent l'ensemble du territoire et bien entendu, une cité éducative labellisée en fin 2019. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, le quartier prioritaire de Kaweni, suivant. Donc, vous voyez, donc là, on est en plein quartier prioritaire de Kaweni, auquel on est labellisé cité éducative, qui s'étend sur 45 hectares, la plus grande ville de Mayotte, qui est quand même le poumon économique du territoire. Slide suivant. Ce territoire regroupe, cumule l'ensemble des difficultés que ce soit à la pauvreté. Donc, vous voyez la photo qui se trouve à côté, 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Juste, en fait, c'est un territoire qui est très contradictoire puisqu'il concentre les entreprises du territoire et en même temps, on a un des plus grands bidonvilles du territoire. Donc, comme je disais, oui, ça représente quand même 80% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, le chômage, l'insalubrité et j'en passe. Sur Kaweni, on a environ 960 000 élèves dans 11 établissements. Donc, on a 2 lycées, un lycée général et un lycée professionnel, 2 collèges, 5 écoles primaires, dont 2 écoles maternelles. Après, lors de l'instruction de dossier de la demande de labellisation et suite au diagnostic qui a eu lieu sur les territoires, bien sûr, plusieurs enjeux ont été remontés et notamment l'enjeu sportif est également fait partie de nos objectifs. Ici, ce qui était remonté, c'est de soutenir la mise en place des actions sportives, donc développer la pratique sportive dans les établissements scolaires, mais aussi dans le quartier, favoriser l'organisation des journées de découverte des disciplines. À Mayotte, plusieurs disciplines sportives n'existent pas non plus ou ils ne sont pas pratiquées. Soutenir le développement de l'UNICEF, qui est un dispositif qui est mis en place au sein des établissements scolaires, et favoriser l'organisation des tournois sportifs interclasses. Ici, dans ces derniers objectifs, c'est plus aussi promouvoir et sensibiliser la mixité sociale. Donc, l'écosystème du territoire de Kaweni, vous voyez, on est sur 45 hectares et donc on a 3 terrains polyvalents, dont 2 sont dans les établissements scolaires, un gymnase en cours de construction d'ailleurs qui est mis en place grâce aussi à la NPNRU. L'un des projets de la NPNRU est un mini plateau qui se trouve au cœur du territoire de Kaweni. Donc, les équipes, on a une équipe de basketball féminine, masculine et une équipe de handball qui profite de ces plateaux polyvalents.
un terrain de foot, 3 équipes de foot, dont 2 équipes masculines, une équipe féminine et une école de foot. On a 2 sportifs de haut niveau natifs de Kaweni, donc une fille, Myriam Lazae, et un homme, Hafidou Atoumani, qui était vice-champion de France de 400 mètres en 2009, qui évolue à Métropole. Après, on a 2 associations qui proposent des activités sportives telles que fitness, randonnée, marche, etc. Donc, vous voyez un petit peu l'écosystème. On se trouve sur plus de 9000 jeunes et avec des infrastructures qui sont assez limitées. Slide suivant, s'il vous plaît. Maintenant, je vais vous présenter l'action qui a été développée sur le territoire de Kaweni. Donc voilà, oui, on voit les atouts et les faiblesses du territoire. On est vraiment en manque d'infrastructures sportives au vu du nombre de jeunes du territoire. Je rappelle que le territoire de Kaweni, on est sur plus de la moitié de la population est âgée de moins de 25 ans. On est à hauteur de 60% des jeunes. Absence de la politique sportive qui se traduit par l'absence des professionnels en animation. Et la majorité des élèves ne savent pas nager alors qu'on est sur un territoire quand même qui est entouré du lagon. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Mayotte fait partie des plus belles lagons du monde. Les atouts, en fait, le territoire de Kaweni a un tissu associatif très dynamique. On a plus de 50 associations qui agissent sur les territoires. Et malgré cette manque de professionnalisme, les associations sportives essayent quand même de proposer des actions, des activités à leur niveau. On est sur 350 licenciés sportifs, toutes disciplines confondues. Slide suivant. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter l'action qui s'intitule Animation sport d'été. Cette action a été soutenue par la préfecture dans le cadre du plan d'été, dans le cadre du plan quartier d'été. La mise en place de cette action donc, répond à plusieurs objectifs. Donc, c'est de favoriser l'animation, échange avec d'autres jeunes des autres communes différentes, favoriser l'insertion des jeunes issus des quartiers prioritaires, sensibiliser les jeunes sur les valeurs citoyennes et éducatives, développer la prise de confiance en soi et partager le savoir-vivre, lutter contre les conflits intervillageois, ce qui était cité là précédemment par l'animateur, et aussi instaurer des relations de confiance entre les jeunes et les encadrants et renforcer le lien social entre les jeunes. Pour répondre à ces objectifs, slide suivant, pour répondre à ces objectifs, plusieurs activités ont été développées. Ils se sont déroulés durant les vacances scolaires, donc au mois d'août, mois de septembre, mois de décembre et au mois de janvier, avec des jeunes issus du quartier prioritaire de Kaweni et d'une autre commune, la commune de Kungu. Donc la mise en place de l'action s'est déclinée en deux temps. Un temps qui est assez technique et un temps pratique. Donc, le temps technique, c'est les ateliers éducatifs auxquels les jeunes ont été amenés à travailler sur plusieurs thématiques, donc notamment le respect de règles de vie, l'orientation scolaire, des échanges identitaires entre les jeunes des autres communes, les valeurs citoyennes telles que le respect, l'engagement, la tolérance, la solidarité, mais aussi dans ces ateliers éducatifs, il y a eu aussi un temps sur l'élaboration d'un CV, l'élaboration de la mise en place la préparation à un entretien professionnel aussi. Donc, ces temps-là ont permis enfin de tisser également le lien entre les encadrants sportifs et le jeune.
Et puis le côté pratique, c'est vraiment là l'activité, l'activité qui s'est mis en place en plusieurs temps. Donc il y a eu des sorties nautiques, la découverte des métiers, des métiers nautiques, les sorties bateaux, les tournois sportifs à la plage, comme des tournois sportifs sur terre, mais aussi de randonnées, des visites des sites touristiques, lac de Ziani, Benara. Donc, chaque activité était composée de 100 jeunes et 7 à 10 encadrants qualifiés d'un CQP jusqu'à en licence au sport. Du coup, en tout, 500 jeunes ont pu bénéficier de cette action, de ces activités, dont 302 Kaweni, 202 jeunes. Mais on peut remarquer que le part de garçons est plus élevé que celle de filles. Les participants, la part des filles s'élève uniquement à 20%. Donc, parmi les personnes qui ont permis à la mise en place de ces actions, on a l'État qui a accompagné l'association financièrement, les communes de manière technique, les établissements scolaires, les clubs sportifs, les associations, les habitants, les jeunes eux-mêmes, sans oublier les parents, parce que sans les parents, les jeunes ne pouvaient pas participer aux activités. Slide suivant. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, c'est juste pour vous dire on va arriver au bout de votre temps de présentation. Oui, c'était la dernière slide. Donc, juste pour effectivement reprendre ce qu'a dit Gazila. Donc, effectivement, c'est une action qui a été financée dans le cadre du dispositif Plan Quartier d'été. Donc, il était important pour nous de soutenir dans le cadre de ce dispositif une association qui était dans le périmètre de la cité éducative. Donc, le coût global de l'action est de 13 000 euros, dont 10 000 euros au titre de Plan Quartier d'été et 3 000 euros par nos collègues de l'ex-DGSR, donc aujourd'hui Dragès. On voulait quand même vous présenter, enfin vous dire en tout cas les perspectives par rapport au territoire de Mayotte, puisque comme on l'a dit, pour nous, les enjeux, c'est vraiment de doter le territoire d'équipements sportifs aux normes pour permettre aux sportifs de pouvoir exercer un sport toute l'année. Notamment, tout à l'heure, on parlait des filles. Il n'y a pas de vestiaire à Mayotte, donc parfois, ça peut être compliqué pour les filles. Souvent, elles arrivent déjà en tenue sur le terrain ou elles s'arrangent système D pour se changer sur le terrain et ça peut être compliqué. Ça peut être un frein à la pratique sportive. Également aussi outillé et former donc les professionnels et les associations dans l'animation sportive. Ça passe notamment sur, comme a dit un petit peu tout à l'heure le sportif, c'est aussi sensibiliser sur les métiers aussi autour du sport, éducateur sportif, coach sportif, animateur. Développer, et ça on demande vraiment le soutien à l'accompagnement des cités éducatives pour développer de nouvelles pratiques sportives. Donc vous l'avez vu, donc comme un peu ce qu'on a dit, beaucoup de foot, basket, hand, mais très peu d'autres disciplines, alors qu'on peut avoir l'escalade. Comme on a dit, c'est un peu contradictoire, on a un beau lagon, mais les gens voilà, ne s'intéressent pas du tout au sport nautique. Et puis, continuer, comme on le fait déjà nous à la politique de la ville, à accompagner et soutenir la politique sportive, donc justement en soutenant les associations sportives de territoire. Alors, on espère qu'une dynamique sera mise en place, puisque Mayotte s'est portée candidate pour organiser les Jeux des îles de l'océan Indien en 2027. Nous avons d'ailleurs appris il y a quelques jours que le conseil départemental avait délibéré pour la construction d'une piscine olympique, justement, à Kaouini, et je pense que ça va pouvoir justement enclencher une dynamique et peut-être faire en sorte justement que de ce projet puisse émerger notamment tout ce qu'on a dit là sur la dotation d'équipements sportifs et la formation des professionnels et surtout encourager la pratique sportive des jeunes. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolé d'avoir écourté un petit peu, mais on est un peu pressé. Il nous reste une présentation. On va rester dans le monde de la piscine, mais ce sera pas autour de la mer et de ce que vous allez nous proposer. Donc, on va aller à Grigny. Grigny qui a été le premier territoire à expérimenter à donner naissance au concept de cité éducative. Et qui aujourd'hui on va faire un petite focale sur le savoir nager et sur une démarche tout à fait innovante qui est portée par la collectivité, par la Troïka de la cité éducative notamment. Voilà. On vous laisse la main, vous vous présentez, Éric Poignant pour donner quelques éléments sur ce que vous faites au niveau du savoir nager. Bonjour, je suis Éric Poignant, le responsable du pôle aquatique de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud.
une communauté d'agglomération qui regroupe 23 communes. Dans ces 23 communes, on a 19 quartiers prioritaires de la ville et 3 cités éducatives. Et en particulier la cité éducative de Grigny, à laquelle on contribue depuis sa création sur des propositions dans le domaine du savoir nager pour améliorer le savoir nager. Et en partant d'un constat en 2016-2017, qui était qu'à Grigny, seulement 30% des enfants validaient l'attestation scolaire du savoir nager à la fin du cycle 3, donc à la fin de la 6e. Donc on avait une préoccupation sur ce sujet-là. Dans la dynamique de la création de la cité éducative, on est rentré dans une réflexion. Comment faire pour amener ces enfants à une meilleure réussite sur l'attestation scolaire du savoir nager? Donc dans un premier temps, on a créé un projet, Zéro non-nageur, qui s'appuyait sur la dynamique que nous avions déployée avec le club, c'est-à-dire qu'avec le club, on avait dans un premier temps, l'US Grigny, on avait dans un premier temps saisi l'opportunité de former nos jeunes nageurs au métier de la natation pour alimenter et stabiliser les effectifs de la piscine. Donc on avait formé nos propres encadrants, auxquels on a demandé de s'investir dans une réflexion sur la pédagogie et puis dans une réflexion sur comment améliorer les résultats obtenus auprès des enfants. Donc dans un premier temps, on a recruté un maître nageur supplémentaire sur une équipe de 6 maîtres nageurs. On a mis en place une proposition pédagogique un peu plus large et qui nous a permis d'atteindre, dans un premier temps, on est passé en 2 ans, à travers une démarche plutôt active dans l'enseignement de la natation, déjà en grande profondeur, on est passé de 30% à environ 75% de réussite à l'attestation scolaire du savoir nager, ce qui était déjà extrêmement bien, mais qui cachait une réalité un petit peu différente, c'est-à-dire que la piscine de Grigny se situe dans le quartier de la Grande Borne, et on avait une différence de résultats, d'une part, entre les enfants du quartier de la Grande Borne et les enfants du quartier centre-ville et village, et avec une très légère différence, c'est-à-dire que sur la Grande Borne et sur le village, donc on avait plutôt un taux de réussite à la SSN de l'ordre de 85 à 90%. Et pour arriver à 75%, eh bien, on avait un quartier de Grigny, le quartier de Grigny 2, où on était bon an, mal an, malgré nos efforts, sur seulement 40 à 45% de réussite à la SSN, donc à l'attestation scolaire du savoir nager. Donc on s'est posé la question, pourquoi? Alors le quartier de Grigny 2, c'est l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville, c'est le quartier le plus éloigné de la piscine géographiquement. C'est le quartier, c'est peut-être un des 2e ou 3e pas quand on arrive en France, c'est un endroit où on s'installe. Il y a plus de 80 langues différentes dans ce quartier-là, donc ça donne une idée de ce point de passage quand on arrive en France. Donc on a interrogé nos pratiques. Est-ce que c'était lié à la fatalité? Est-ce que ces enfants qui étaient loin de la piscine, qui venaient d'ailleurs avec peut-être des représentations culturelles liées à l'eau complètement différentes par rapport aux autres, allaient rester dans cette situation-là, ou est-ce qu'on allait, en interrogeant nos pratiques, découvrir qu'on pouvait les optimiser et par conséquent leur proposer quelque chose de mieux? Donc dans cette réflexion, on s'est rapproché de la Ligue Île-de-France de natation, et on a eu l'opportunité d'aller rencontrer Mauro Antonini, Frédéric Lefebvre et David Timmer de l'Institut ICAR, qui à ce moment-là, à la demande de Madame la ministre des Sports, était en train de développer une première expérimentation de classe bleue à Paris, au mois d'avril 2019. Et donc on les a rencontrés, on leur a proposé d'interroger nos pratiques. On leur a dit aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est la réussite éducative de nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec vous? Et il y a eu cette proposition de nous lancer dans la démarche d'aisance aquatique. Alors cette démarche, elle est particulière, c'est-à-dire qu'elle s'adresse, c'est dans le cadre de la lutte contre la noyade, elle s'adresse aux enfants de 4 à 6 ans, elle vise un apprentissage précoce de la natation pour ces enfants-là, pour les mettre en sécurité par rapport au milieu. Donc on s'est lancé dans un projet. On a choisi, pour interroger nos pratiques, l'école la plus éloignée de la piscine de Grigny, c'est-à-dire géographiquement, culturellement. Donc on a choisi l'école Lucie Aubrac, qui est coincée loin de la piscine de Grigny, mais par ailleurs il y a l'autoroute même qui nous sépare, donc c'est compliqué pour les enfants de venir en dehors du cadre scolaire dans cette piscine. Et on est parti avec 3 classes de CP de l'école Lucie Aubrac pour cette expérimentation. On a mobilisé, d'une part, les maîtres nageurs de la piscine de Grigny, mais aussi de ceux de Grand Paris Sud. On a mobilisé évidemment l'éducation nationale. C'est une action qui a permis notamment d'informer sur cette démarche les conseillers pédagogiques de l'Essonne. Et puis on s'est lancé dans les premières classes bleues, donc c'est
Le principe de la classe bleue, c'est 8 séances massées, soit sur une semaine, soit sur 2 semaines, en grande profondeur et sans matériel. C'est une approche qui vise en particulier à respecter le temps de l'enfant, qui vise sa construction dans le groupe et par le groupe. Et c'est une démarche qui diffère grandement de ce qu'on peut faire d'ordinaire dans les piscines, dans le sens où ce n'est pas une démarche qui repose sur la consigne ou la démonstration technique. Avec une ambition portée par le ministère et toutes les personnes qui s'engagent dans la démarche avec le ministère et l'Agence nationale du sport, c'est 100% de réussite sur les différents paliers de l'aisance aquatique. Donc le palier en question qui nous intéressait, eh bien, c'était le premier palier, rentrer dans l'eau seul, se déplacer en immersion totale et sortir de l'eau seul. Donc les résultats ont été extrêmement intéressants pour les enfants, c'est-à-dire que bien évidemment, on a atteint le 100% de réussite, donc on a répondu à nos questions. Il n'y a pas de fatalité dans la construction du savoir nager des enfants. On a répondu à la question relative à nos pratiques qu'on a optimisées. Elles étaient bien nos pratiques, mais on pouvait faire mieux, on pouvait les adapter encore plus aux enfants. Ça répond à la problématique de la noyade, mais pas que. Ça répond aussi à la problématique des apprentissages scolaires, c'est-à-dire qu'un enfant qui apprend à nager précocement, c'est un enfant qui a un temps disponible pour faire autre chose, à l'école notamment. Et ça a déclenché toute une démarche autour de la piscine de Grigny, à Grand Paris Sud, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette démarche, à partir de cette expérimentation, eh bien, ça a donné déjà pour commencer une quarantaine de classes bleues sur la collectivité pendant l'été. On en prévoit plus d'une soixantaine dans l'été qui arrive sur la collectivité, dans nos différents sites, dans nos différentes piscines. On a un partenariat à la fois avec les collectivités locales, les communes de Grand Paris Sud, et par ailleurs, donc service enfance, service transport, puisque nous, dans nos propositions, il y a d'une part les classes bleues dans le cadre scolaire, et d'autre part des stages bleus dans le cadre extrascolaire et périscolaire. Donc ça mobilise toute la communauté éducative, et en particulier une collaboration avec les directions des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne et de Seine-et-Marne, c'est-à-dire qu'en partant de ce petit projet sur Grigny, eh bien on a transposé le projet aujourd'hui sur notre collectivité, avec pour ambition, en partenariat avec l'éducation nationale côté Seine-et-Marne et Essonne, de le diffuser donc, dans les différentes cités éducatives. On a Grigny, on a Évry, on a Corbeil-Essonne, Évry-Courcouronnes et Corbeil-Essonne. On accompagne en relation avec la DSDEN Seine-et-Marne les projets de Meaux et un petit peu les projets de Melun. Donc, c'est-à-dire que ça rayonne, ça profite aux enfants et ça fonctionne à travers un partenariat qui aujourd'hui, dans le cadre de la cité éducative, l'ambition, c'est plutôt pour les représentants EPS de la cité éducative d'en faire une vitrine. Donc, ça se décline non seulement pour le jeune enfant, mais par ailleurs, ça se développe pour les enfants un peu plus âgés et puis également au niveau des collèges. Donc, la démarche telle qu'elle a été développée suscite un engouement. Donc, on a des projets zéro non-nageur en lien avec l'aisance aquatique qui se développent avec le collège Cédar-Saint-Gor de Corbeil-Essonnes, par exemple, le collège Jean Villard de la ville de Grigny, par ailleurs. On a surtout dans le cadre des vacances apprenantes un partenariat qui permet de développer des classes bleues à destination des enfants qui peuvent bénéficier des vacances apprenantes, donc en partenariat avec l'éducation nationale, et puis nos partenaires des différentes collectivités. Donc aujourd'hui, on est déjà dans la deuxième année de notre expérimentation. On est sur un programme de formation de nos maîtres nageurs, de formation en particulier des conseillers pédagogiques de circonscription et des conseillers pédagogiques départementaux de l'Essonne et de Seine-et-Marne, de manière à faire bénéficier de cette possibilité offerte aux enfants au plus grand nombre. Et puis, on essaime au niveau de la Fédération et de la Ligue Île-de-France de natation, on essaime le projet sur d'autres collectivités et d'autres clubs. Je pense en particulier à Grand Paris Est Ensemble, avec qui on collabore, et Grand Paris Sud Est Avenir, qui regarde un petit peu ce qu'on fait. Actuellement, on forme des éducateurs de Grand Paris Sud Est Avenir chez nous. Et l'idée, c'est que ça puisse rayonner le plus possible pour lancer une démarche un petit peu vertueuse, puisque, en définitive, si on part du projet où on n'avait pas trop de maîtres nageurs stables à la piscine de Grigny, qu'on a voulu former, et jusqu'à l'aisance aquatique, c'est un cercle vertueux qui bénéficie aux enfants dans tous les sens, puisque accéder à ce savoir nager, au-delà des intérêts en termes d'inclusion, de citoyenneté, et ben, par ailleurs, ça peut déboucher sur de l'emploi, sur de la formation. Donc voilà pour ce qui est de l'expérimentation
sur la ville de Grigny. Merci beaucoup. C'est très très stimulant. Alors peut-être donner la parole à Madame la Ministre. Alors il y a un retour de son. Est-ce que ça va? Voilà, deux expériences, deux focales. Alors il y a beaucoup de cités éducatives qui expérimentent des choses, mais là on a deux exemples. Peut-être vos réactions. Qu'est-ce que ça vous inspire ces dynamiques? Alors, merci pour vos témoignages et d'abord sur Mayotte, merci de cette action qui effectivement reflète bien ce qu'on peut faire sur ces opérations quartier d'été, mais aussi vacances apprenantes. Moi, j'invite Madame la déléguée du préfet à rentrer vraiment, je sais pas, vous êtes peut-être déjà en contact avec Madeleine Delapierre qui est arrivée récemment sur Mayotte et qui est la dragesse de ce territoire désormais et qui va pouvoir aussi vous donner des solutions pour financer des équipements. Je ne sais pas, vous travaillez déjà ensemble avec Madeleine Delapierre ou pas? Oui, pour justement avoir des solutions sur les équipements dont vous avez besoin, que ce soit les vestiaires, voire des piscines mobiles en milieu naturel qu'on pourrait installer dans le lagon. Moi, je le connais pas encore, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais c'est vrai que les installations aquatiques sont un problème à Mayotte. On sait, il n'y a pas de piscine, mais il y a quand même un lagon et la possibilité d'installer des piscines en mer. Effectivement, maintenant que nous avons détecté des points d'ancrage partout en métropole avec des formateurs tels que Éric Poignant et son équipe, on peut aussi envisager une semaine de formation d'éventuels éducateurs là-bas sur place en allant transmettre ce savoir-faire au moment d'une des opérations que vous lancez pendant les vacances scolaires, voire sur le temps scolaire. Il y a cette possibilité d'emmener des équipes identifiées chez nous en métropole pour faire passer ce savoir qui, encore une fois, est une première brique du métier de maître nageur, mais qui est tout à fait démocratisé désormais, y compris auprès des professeurs des écoles, des parents eux-mêmes. Évidemment, comme l'a dit Eric, aussi un renouveau pour des professionnels déjà engagés dans le métier qui complètent ce qu'ils savaient déjà faire et ce pourquoi ils ont été formés. Et puis une réaction sur le témoignage d'Eric qui effectivement faisait déjà cela très bien et de manière très intéressante sur la piscine de Grigny, le fait que ça ait pu être reconnu au-delà de la piscine de Grigny sur d'autres territoires au niveau de l'agglo et d'autres agglomérations. C'était exactement ce qu'on souhaitait faire reconnaître les compétences de quelques maîtres nageurs et ces initiatives qui allaient déjà dans le sens que nous préconisons au ministère des Sports, élargir l'âge et aller vers les plus jeunes enfants pour pouvoir le plus tôt possible leur donner les armes pour lutter contre les noyades déjà et puis pour travailler sur cette autonomie de l'enfant qu'a très bien expliqué Eric tout à l'heure. Pas seulement au savoir nager et au sport, mais aussi à ses apprentissages scolaires, à sa vie en société, à sa vie familiale. Et c'est vraiment, vraiment une expérience tout à fait réussie qu'on accompagne aujourd'hui sur Grigny et qu'on continuera d'accompagner le temps qu'il faudra pour qu'elle essaime un peu partout en France. Merci. En tout cas, elle a effectivement cette puissance. On sent que le déploiement n'est pas terminé et c'est très agréable à entendre. Merci. On a un petit peu débordé sur le temps, donc je pense qu'on va stopper là. Il y avait dans le chat un témoignage juste de la cité éducative de Toulouse Mirail qui expliquait que également la place du sport le sport est un moyen de fédérer les acteurs de la communauté éducative, la complémentarité entre acteurs sportifs, acteurs socio-sportifs, le droit commun autour des questions sportives, ça crée vraiment du maillage et c'est très intéressant. Merci. Du coup, on va s'arrêter là. On va faire une petite pause et puis il y aura la deuxième table ronde. On fera du coup un angle d'attaque plus sur la participation des femmes et des jeunes filles aux pratiques sportives dans les cités éducatives. Au revoir et du coup à tout de suite, dans quelques minutes.